Bonjour et bienvenue à bord de l'Universalis. Soyez heureux, ou pas, car cet épisode sera divisé en plusieurs parties. Navré les fans de SF, mais ce genre narratif est un des plus denses qui soit, et si je faisais tout d'un bloc, il y aurait deux choix possibles. Soit la vidéo dure 5 heures, soit vous allez vous plaindre que j'ai pas parlé de tout un tas de trucs. Du coup, cet épisode sera divisé en plusieurs parties, que je diffuserai au fur et à mesure entre plusieurs autres épisodes. Bon, vous êtes prêts ? Parfait. C'est parti pour la SF. Science-fiction, genre narratif, littéraire ou cinématographique, montrant ce que pourrait être le futur ou des mondes parallèles, en se basant sur les connaissances scientifiques actuelles. La science-fiction, terme dont on détermine l'origine entre le 19e et le 20e siècle. Science pour, le côté scientifique, et fiction, parce que c'est pas une histoire vraie. Prenons l'exemple de On a marché sur la Lune, de la série Tintin, qui est sortie en 1954. À l'époque, c'était de la science-fiction, car personne n'avait jamais marché sur la Lune. Sauf que depuis 1969 et le fameux alunissage d'Armstrong, cet épisode de Tintin peut-il encore être considéré comme de la science-fiction ? Certes, ça reste une fiction, mais ça n'appartient plus au domaine de la SF, puisqu'on a scientifiquement réalisé l'exploit de se rendre sur la Lune. Mais du coup, vous vous demandez sûrement quelle est la première œuvre de SF au monde ? Non. M'en fous ! Eh bien le titre de toute première œuvre de SF au monde pourrait être attribué aux histoires vraies de Lucien de Samosate, qui vivait au 2e siècle de notre ère. Ouais, ça date. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes là, ici, en 2017. Lucien de Samosate, lui, a écrit ses histoires vraies ici, il y a plus de 2000 ans. Ouais, ça fout un peu le vertige. Bon, évidemment, la SF de l'époque, ça casse pas trois pattes à un canard. L'histoire est notamment un pastiche d'autres œuvres, et principalement de la mythologie, avec un héros dont le bateau est emporté sur la Lune à cause d'une tempête. Il y fera la rencontre d'un roi qui lui-même fait la guerre aux armées du soleil. Really, nigga? La seconde œuvre de SF de l'histoire ne viendra cependant que bien plus tard, avec le Utopia de Thomas More en 1516, et qui nous conte l'histoire d'un homme qui rendra une cité parfaite grâce à l'usage des mathématiques. Arriveront ensuite les grands noms, ceux qui auront véritablement forgé ce que l'on connaît de la science-fiction, et de ses règles de base. On a bien entendu les précurseurs, avec Jules Verne, H.G. Wells, puis viendra le XXe siècle, qui apportera ses lettres de noblesse au genre, avec les plus célèbres auteurs que l'on connaît, tels que Isaac Asimov, Ray Bradbury, Philip K. Dick, et bien d'autres. À la base, l'ASF n'était considérée que comme un simple moyen de divertissement, tout comme la fantasy en ses premières heures. En effet, il était d'opinion publique que des histoires aussi peu ancrées dans le réel ne pouvaient strictement rien apporter. Et là encore, les choses et les points de vue vont évoluer selon les différentes catégories de SF dans lesquelles nous allons nous plonger. Et ouais mon gars, on reprend les embranchements multiples, et la SF est pas la dernière dans ce domaine. Pas du tout. Vous m'excusez une petite seconde ? Bien, eh ben on va commencer par le plus simple, avec... Alors l'anticipation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement c'est le fait d'anticiper l'avenir, d'imaginer de quoi le monde sera fait dans 10, 20, 100 ou 1000 ans. Mais toutes les œuvres de SF sont de l'anticipation, non? Tu as très exactement 3 secondes pour sortir avant que je te tire dessus. Bien, alors non, toutes les œuvres de SF ne contiennent pas de l'anticipation. Prenons l'exemple de E.T. ou de Independence Day. Après tout, les deux contiennent des extraterrestres possédant une technologie suravancée ayant permis le voyage intergalactique. Pourtant, l'histoire se déroule pour chacun des films à l'époque où ils sont sortis. Ce sont donc des œuvres de SF, mais ce n'est pas de l'anticipation. A l'inverse, certaines œuvres d'anticipation peuvent ne pas être considérées comme de la SF à la base, nous offrant davantage une modification de la société par l'apparition d'un événement ou d'une technologie particulière. Prenons par exemple Orange Mécanique de Stanley Kubrick, ou 1984 de George Orwell. Vous y voyez de la SF, vous ? Pourtant, pour l'époque, ce sont juste des sociétés dystopiques anticipées. C'est une crainte de leurs créateurs de voir le monde évoluer jusqu'à devenir ainsi. Hein ? On a aussi fini par y arriver ? Chiotte. Et Mirror's Edge, ça vous parle ? Ce jeu où l'on incarne une free runneuse dans un monde certes totalitaire,
mais qui n'est technologiquement pas si éloigné que ça d'une autre. C'est de l'anticipation. Après, bien entendu, la technologie n'est pas forcément issue d'une logique réaliste. Dans l'excellent Inception de Christopher Nolan, le monde accueille l'arrivée d'une technologie permettant de s'introduire dans les rêves d'une personne endormie. Et nous faisons suivre Cobb, un voleur d'informations spécialiste de cette méthode, qui cette fois va devoir introduire des informations dans le cerveau de quelqu'un, une tâche considérée comme impossible. Le monde n'est pas particulièrement différent d'une autre, mais cette technologie a eu quelques impacts qui sont expliqués au cours du long métrage. Et on a le cas de Time Out. Ah putain de merde. Time Out est un univers où les humains ont été modifiés génétiquement afin de ne plus vieillir après avoir atteint l'âge de 25 ans, âge à partir duquel un compteur numérique intégré au bras leur indique le temps qu'il leur reste à vivre. Temps qui va alors remplacer l'argent à tous les niveaux, les riches pouvant vivre quasi éternellement, alors que les plus pauvres ont rarement plus de 24 heures de disponibles devant eux, les forçant à tout faire en 4ème vitesse, dans l'espoir de gagner leur vie au sens propre du terme. Techniquement, le monde reste le nôtre, mis à part la technologie d'incrustation du temps, ça reste notre monde, mais qui a été modifié en profondeur par une découverte. C'est de l'anticipation. Fantasmé et peu réaliste, certes, mais de l'anticipation quand même. Bon, ça c'était qu'un premier genre, histoire de se mettre en jambe. Le truc, c'est que la SF ne se contente pas seulement d'un genre par histoire. Comme la fantasy, il y a quelques mélanges, mais le principal reste le fait que tous ces éléments s'emboîtent les uns dans les autres, afin de former un puzzle à la fois complexe et logique. Par exemple, en plus de savoir si nous avons affaire de l'anticipation, vient une autre distinction. Sommes-nous en présence de SF spéculative ou de hard SF? La science-fiction spéculative, c'est celle que l'on côtoie le plus souvent. Mais on va commencer par la seconde. En effet, la hard SF va davantage se focaliser sur la technologie et son fonctionnement, le tout de manière aussi réaliste que possible. Et pour aller plus loin, elle ne contiendra jamais de technologies qui seront en contradiction avec la vraie science telle que nous la connaissons. Pour vous donner un exemple simple, dans de la hard SF, inutile d'espérer un quelconque voyage en vitesse lumière. Parce que c'est pas possible. Le simple fait d'accélérer d'un coup de 0 à presque 300 000 km par seconde nous réduirait en purée sans qu'on ait le temps de piger ce qui nous arrive. Tiens, vas-y, vitesse lumière. Non. Non, parce que là, le type à l'intérieur du cockpit, il passe directement du compte à rebours à l'état gazeux. 3, 2, 1, ignition. Ah, on a perdu Jean-Mi. Un des exemples les plus parlants de la hard SF, c'est la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson qui... Oh. C'est moi ou ce mec ressemble à mort au père adoptif de Dexter? Non? Ok, c'est juste moi alors. Enfin bon, bref. La trilogie de Mars donc, qui raconte sur une période de 2 siècles la colonisation et la terraformation de la planète Mars, ainsi que les différents problèmes qui en découleront. Dans un registre complètement différent, on peut également citer l'échelle de Darwin, qui confronte l'humanité à un rétrovirus datant de Néandertal et qui nécessite de bonnes connaissances en biologie virale, tout en nous poussant à réfléchir sur la théorie de l'évolution. J'aurais aussi aimé aborder le cas du film Seul sur Mars, qui confronte le personnage à la solitude sur une planète isolée, sans oxygène, sans nourriture, sans eau, et ce pour une très longue période. Cependant, il faut garder en tête que dans ce film, tout comme dans le livre en fait, toutes les péripéties ne sont pas réalistes, l'auteur les ayant volontairement ajoutées afin de maximiser la tension de son œuvre. Donc de la hard SF, non, pas trop, non. Et la SF spéculative, c'est tout l'inverse. La technologie ne respectera pas forcément les lois de la physique telles qu'on les connaît, et la plupart du temps le lecteur ne sera pas informé de comment ça marche. Ça fonctionne, point. Eh oui, les gens sont comme ça, on ne cherche pas à savoir comment ça marche tant que ça marche. Et c'est aussi pour cette raison que la SF spéculative est davantage utilisée que la hard SF. Elle ne nécessite aucune connaissance pointue pour que l'histoire puisse être écrite et lue. Bon, maintenant qu'on a différencié les différentes sortes de SF, on va pouvoir s'attaquer aux thèmes proprement dits. Sauf que des thèmes, je vous cache pas qu'il y en a un paquet, qui vont chacun s'intéresser à une, voire plusieurs parties de l'univers. Le temps, l'espace, la société et le vivant. Et on va commencer avec ce que tout le monde attend. Alors là aussi, chaque grand thème de la SF se scinde en plusieurs excroissances, que l'on peut lister. Commençons pour l'espace avec le... Space Opera, qui signifie opéra de l'espace. Moi non plus, j'ai jamais compris la raison de ce terme. Même s'il semble que les premières utilisations étaient surtout utilisées dans un but péjoratif, pour se moquer du genre. Et le Space Opera, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'exploration de l'espace dans son ensemble. Une histoire de Space Opera inclura plusieurs planètes, plusieurs galaxies, voire même l'univers entier. Et ça, c'est de la SF que tout le monde a vu au moins une fois. Star Wars et Star Trek font d'ailleurs partie des piliers du genre, avec leur voyage supraluminique, la quantité tout bonnement hallucinante de planètes pouvant accueillir des formes de vie diverses et variées, et les batailles spatiales. C'est ça le Space Opera. En général, l'histoire se déroulera soit dans l'espace, soit sur plusieurs planètes à la fois.
Mais ça ne signifie pas pour autant que toutes les histoires se ressembleront comme deux gouttes d'eau. Le meilleur exemple, c'est une de mes séries de romans préférées du space opéra, celle de la saga Honor Harrington de David Weber. 2000 ans après notre ère, les humains ont peu à peu appris à égaler, voire à surpasser les vitesses de la lumière grâce aux ondes gravitationnelles. Sauf que les humains n'ont pas beaucoup évolué en termes de cohabitation et se sont scindés en une multitude de systèmes, dont les plus importants sont la République de Havre et le royaume de Manticore. Et on suivra donc les aventures de Honor Harrington, tout juste promu capitaine. Là, si vous aimez les batailles navales, ça va être votre style de roman, car c'est précisément de cette manière que se déroulent les combats spatiaux. Calculer la vitesse, prendre en compte qu'on ne peut pas localiser les vaisseaux adverses au-delà d'une certaine distance, que les missiles ont une autonomie assez réduite. La série est extrêmement complexe et plutôt réaliste dans sa technologie. Son vaisseau se dirigeait droit vers l'ennemi à une vitesse d'approche supérieure à 33 000 km par seconde, ce qui le mettrait à portée effective de missiles à près de 19 millions de kilomètres, soit dans moins de 2 minutes et demie, à moins qu'il ne trouve un moyen de l'éviter. Mais les ordinateurs lui annoncèrent ce qu'il savait déjà, il n'existait aucun moyen. Il possédait un avantage à l'accélération d'à peine 50 G, même s'il faisait demi-tour maintenant, il lui faudrait plus de 17 heures pour commencer à s'éloigner d'eux, et même en décélérant au maximum, il dépasserait leur position actuelle dans moins de 13 minutes. S'ils étaient là pour attaquer, leur bordée détruirait son vaisseau avant qu'il ait eu le temps de rien tenter. Je pourrais aussi vous citer la série Firefly, un univers où les humains ont progressé et se sont séparés, entre l'Empire et les indépendants. Cela est très intéressant au niveau du style, puisque les indépendants, beaucoup plus pauvres que les impériaux, en sont réduits à se vêtir comme des cow-boys et à s'équiper d'armes à projectiles. Une équipe de mercenaires va, au cours d'un arrêt sur une planète, recueillir un médecin qui se révélera avoir transporté sa sœur cryogénisée, sur laquelle l'Empire aura effectué quelques expériences qui ont eu des conséquences assez troublantes. Et comment parler du space opéra sans aborder ma BD favorite du genre, Sillage! Sillage est un convoi formé de milliers, voire de millions de vaisseaux abritant infiniment plus d'espèces extraterrestres. Un jour est découverte Nevis, une jeune humaine qui est intégrée au convoi. Sauf qu'avant elle, personne n'avait jamais entendu parler des humains et elle est la seule de sa race. Par ailleurs, une autre de ses particularités est que la jeune femme est psy-neutre. En effet, la société de Sillage est divisée entre les psy-actifs et les psy-passifs. Comprenez par là les télépathes et les autres. Sauf que de par son espèce, Nevis est la seule sillagienne dont il est impossible de lire les pensées, ce qui lui sera bien pratique. D'autant que la série, en plus de la confronter à une politique bien plus corrompue qu'on aurait pu le croire, forcera Nevis à évoluer, autant physiquement que mentalement. Parce que oui, si au départ elle a quoi, 15 ans et des brouettes, aujourd'hui Nevis a tout l'air d'avoir entre 30 et 35 ans. Pire encore, puisqu'elle se rendra au fur et à mesure compte que son idéalisme aide ses ennemis à se servir d'elle, parfois pour des attentats qui feraient passer ceux de Daesh pour des pétards mouillés. T'es sûr que c'est une bonne idée cette remarque? Hein, t'es revenu toi? Et on finira cette séquence avec la trilogie de Mass Effect. Quadrilogie. Ta gueule! Ta gueule! Après avoir découvert une technologie alien sur Mars, les humains ont fait un bond technologique qui leur a permis de voyager via des relais cosmodésiques, qui leur ont permis de voyager plus vite que la lumière à travers la galaxie. Ils rencontreront alors toute une communauté d'extraterrestres qui ne les verront pas comme des élus, bien au contraire. Et bien entendu, je ne pouvais pas partir sans aborder la saga des aventuriers du Survivor. Pour les connaisseurs, c'est aussi une bande dessinée, mais à la base, c'est une saga MP3, comme le donjon de Nullbuck, qui jette son équipe de héros aux commandes du vaisseau le plus vieux et le plus miteux de toute la Terre, avant de leur refiler pour mission de sauver le monde. Vous vous en douterez, c'est pas une histoire qu'on va suivre pour son scénario, mais surtout pour son humour et ses situations cocasses. Alors, j'imagine que vous êtes déjà en train de vous demander, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu l'aurais pas inventé par hasard? Eh bien non, ce genre-là a beau être assez utilisé, il n'est pas très référencé dans la culture populaire. Alors, le Planet Opera, il est particulier. Car il peut se dérouler dans un univers où les protagonistes ont obtenu les capacités de voyager sur de grandes distances à travers la galaxie. Sauf que, particularité particulière, l'histoire ne se concentrera que sur une seule planète, qui ne sera pas la Terre. On peut prendre l'exemple du roman My Tale de Heyerdahl, et cette image n'est pas du tout racoleuse. Voilà, merci. Les événements se déroulent sur la planète Mytel, un astre tellement saturé d'éléments mutagènes que les humains ayant vécu dessus depuis 2 millénaires sont pratiquement devenus des monstres. Oda Menta, la rescapée d'un crash récent, va alors tenter de survivre sur cette planète. Il y a également le cycle de Majipur de Robert Silverberg, qui nous conte l'histoire de colons humains qui, après avoir quitté la Terre, décident de s'installer sur la planète Majipur, qui est déjà habitée par une race alien, celle des Purivars. Mais du Planet Opera, il y en a aussi au cinéma, prenez Avatar par exemple. La quasi-intégralité de l'histoire aura lieu sur la planète Pandora, où vivent les Na'vi, des indigènes mesurant près de 3 mètres de haut et où l'atmosphère est irrespirable pour les humains. Ceux-ci, pour mieux s'adapter à leur environnement et aux autochtones, et accessoirement pour mieux piller leurs ressources, vont alors utiliser des avatars qui sont des clones hybrides entre humains et Na'vi, pilotés par interface neuronale. On a aussi le cas de John Carter, qui nous raconte l'histoire de John Carter. Bah oui, je pouvais pas l'inventer celui-là.
Un ancien soldat américain du 19e siècle, qui après être entré en contact avec une technologie alien, va se retrouver téléporté sur Mars. Sauf que sur cette planète, la gravité est différente, permettant à John de disposer d'une force hors du commun et de faire des bonds gigantesques. Tiens, et niveau jeux vidéo, Borderlands ça vous parle? Bah c'est du Planète Opéra. 4 chasseurs de trésors, dont vous faites partie évidemment, qui se baladent sur la planète Pandore, qu'on exploitait autrefois pour ses artefacts aliens, mais qui est désormais laissé à l'abandon. Votre tâche, retrouver l'Arche, tout en survivant à la faune locale, ainsi qu'aux nombreux criminels qui hantent la planète. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette Arche? Hé je vous le dirai pas, vous avez qu'à jouer au jeu. Tu fais de la pub pour Borderlands, là? Moi? Non. Je fais absolument pas de placement de produit, c'est pas vrai, vous avez aucune preuve. C'est pas convaincant. Oh mon dieu, derrière toi, un dragon! Quoi? Ben, où est-ce que j'en étais? Ah oui, le Planète Opéra. D'une certaine manière, on peut considérer le premier épisode de la série Halo comme étant du Planète Opéra. L'intégralité du scénario se déroulant sur la pseudo-planète Halo, ce qui ne sera pas le cas dans les suites. C'est aussi le cas de Civilization Beyond Earth, qui suivra différentes colonies humaines s'installant sur une nouvelle planète. Non mais la SF, c'est pas que des voyages intersidéraux non plus, hein. C'est aussi de la rencontre avec des aliens. Cependant, attention, ce genre ne vous confrontera pas forcément à un extraterrestre qui vous veut du mal, comme les xénomorphes, les Covenants, les Wraiths ou d'autres saloperies qui infectent vaisseaux et planètes. Et ça ne se passera pas nécessairement à des milliards d'années-lumière, à l'autre bout de l'univers. On peut évidemment prendre l'exemple de Predator. Oui, là, techniquement, l'alien qui débarque sur Terre veut du mal au héros, mais parce que l'espèce auquel il appartient, les Yoja, sont des chasseurs par nature, qui ne s'en prendront qu'aux individus pouvant représenter un quelconque intérêt combatif. Ce qui est prouvé lorsque le Predator épargne volontairement des personnes désarmées, ou au contraire, une femme armée qui se révélait être enceinte. Concentre-nous sur les aliens qui débarquent chez nous. Outre ceux dont la seule et unique ambition est de foutre un joyeux boxon sur la planète, comme dans Independence Day ou Mars Attacks, où là, les aliens ont un véritable orgasme chaque fois qu'ils réduisent en miettes un bâtiment historique, hommage qu'il aurait rendu avec le fameux Destroy All Humans, dans lequel on incarne un des fameux petits hommes verts, am not green. Pardon, dans lequel on incarne un des fameux petits gris, doté de tout un arsenal pour apprendre à ces foutus humains primitifs qui est le patron de la galaxie. Ceci dit, il y a aussi les aliens qui partagent un but pacifique, comme dans E.T. ou dans Paul. Paul, c'est l'image exacte qu'ont la plupart des gens sur les extraterrestres. Petit et gris. Sauf que le bonhomme s'est tellement adapté à la vie sur Terre qu'il s'est mis à jurer et à réfléchir exactement comme n'importe quel humain basique. Ce qui rend le décalage d'autant plus amusant. Ah, et évidemment, comment aborder le cas des extraterrestres sans parler de ces foutus parasites? Entre ceux qui vont juste nous remplacer et ceux qui vont tout bonnement infester nos corps, ils nous laissent pas forcément le choix du choix. On a évidemment les classiques avec l'invasion des profanateurs ou The Thing, mais j'ai quand même mon petit favori avec la très récente série Brain Dead. Et oui, il y a Adrian Monk en méchant principal. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous aimez ce bureau, Garrett? Non, pas spécialement. Ça vous plaît de supplier les démocrates pour arracher la moindre parcelle de pouvoir législatif? Non. Bon alors, faites-le passer par la cuisine. Et on va terminer le thème de l'espace en abordant le cas des univers parallèles. Et là... Oh my god! Putain, on a le choix. Le cas des univers parallèles tient d'ailleurs sa source d'une théorie scientifique, selon laquelle un nouvel univers se crée à chaque fois qu'un choix se présente. Par conséquent, il existerait un univers où les galaxies ne se sont jamais formées, un univers où les dinosaures n'ont pas été éradiqués par une météorite, un univers où la magie a remplacé la science, un univers où les super-héros existent, etc., 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 etc. C'est bien gentil ça, mais c'est quoi la différence entre les univers parallèles et les uchronies? Excellente question, mon cher! On reparlera plus en détail de l'Uchronie tout à l'heure, mais il faut savoir que c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire un détail qui diffère de notre monde et qui a causé des changements plus ou moins importants. Le truc avec les univers parallèles, c'est que contrairement aux Uchronies, les personnages ont conscience de ces différences. Et je vais prendre l'exemple le plus célèbre de tous les temps, celui de Retour vers le futur 2. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici le présent 1985. Là le futur et là le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Ça, c'est un univers parallèle. Car les personnages ont conscience d'être dans un monde qui est semblable au leur, mais qui a subi de tels changements qu'ils n'y sont plus à leur place. Mais généralement, les univers utilisant cette thématique se contenteront assez rarement d'un seul univers différent.
On peut par exemple citer la série de Sliders, où un prodige de physique inventait, dans son sous-sol, une machine capable de faire voyager à travers les différentes réalités du multivers. Comme il n'a pas voulu tester sa machine tout seul, oui monsieur est sympa, il aime partager. Il a alors embarqué tout un groupe de compagnons sur un autre monde, avant de se rendre compte qu'il avait pas très bien géré son coup pour le retour, condamnant ainsi l'intégralité de l'équipe à glisser d'un monde à l'autre sans aucun choix possible. Heureusement pour eux qui sont jamais tombés dans un univers où la Terre n'existait pas. On peut aussi parler de la série Fringe, qui a également repris le thème des univers parallèles. Du moins, une de ses sous-théories, celle de l'univers miroir. Grosso modo, c'est la même chose. Les univers sont parallèles, sauf que tout ce qui ne se passe pas chez nous a lieu chez l'autre. Et c'est pour ça que dans l'univers en question, il y a une technologie très avancée, des dirigeables dans le ciel, etc., etc., etc. Ce thème peut être utilisé un peu partout, et la série originale de Star Trek s'en est même fait une spécialité avec les spin-offs Mirror Universe, qui reprenaient le même univers de Star Trek, mais où les personnages principaux sont désormais des ordures opportunistes de la pire espèce, et où Spock porte le bouc. Parce que le bouc, c'est le mal. La preuve, qui porte le bouc aujourd'hui? Ah bah vous voyez, il est également abordé, très abordé, parfois même jusqu'à l'excès, dans les comics. Essentiellement ceux des super-héros. Tout le monde connaît les héros Marvel et DC, et on sait aussi qu'ils ont été remaniés et rebootés à de nombreuses reprises au cours des dernières décennies. Généralement pour les moderniser. Mort d'un personnage principal, changement d'origine, changement de pouvoir, changement de sexe, révélation qui n'aurait jamais dû avoir lieu, craquage de slip complet. On a même récemment eu le cas du jeu vidéo Injustice, qui nous faisait incarner les super-héros de deux univers parallèles, dont l'un où Superman est devenu un dictateur despotique après avoir accidentellement tué Lois Lane. Vous voulez un exemple encore plus flagrant? Ok, on va prendre Spider-Man. Tout le monde le connaît. Peter Parker, jeune prodige en sciences, mordu par une araignée radioactive, ce qui lui permet de développer des facultés d'homme araignée dont il va se servir pour combattre le crime. Sauf que pas mal de versions différentes ont vu le jour. Certaines où Peter Parker ne perdait jamais son oncle et devenait une star du show business, une où au contraire Peter rejoignait les 4 Fantastiques, il existe même une version powerless de Marvel où, suite à la dite morsure, Parker a alors perdu la mobilité d'un de ses bras. Ce sont des univers parallèles. Mais t'as pas dit que pour que ce soit pas une uchronie, il fallait que les personnages aient conscience de ne pas être dans leur univers? C'est parfaitement exact. Mais en même temps, il est déjà arrivé des crossovers, avec des héros qui se mêlaient dans différents univers et temporalités. D'autant que les univers parallèles sont une réalité pour les super-héros. La preuve la plus flagrante étant le Marvel Cinematic Universe, qui est lui-même renommé Univers 199 999. Tiens, bah puisqu'on en parle, j'entends souvent des gens râler à propos de The Amazing Spider-Man, disant qu'il était bien trop tôt pour en faire un reboot de la trilogie de Raimi. Sauf que ce ne sont ni des remakes, ni des reboots. Spider-Man 1, 2 et 3 étaient des adaptations de Ultimate Spider-Man, tandis que The Amazing Spider-Man est une adaptation de Amazing Spider-Man, qui est plus ancien que la version Ultimate. C'est une autre adaptation d'un autre comics de Spider-Man. Bah ouais. Et pour en finir avec les univers parallèles, je vais aborder le cas d'un jeu qui a été un véritable coup de cœur pour moi, parce que non seulement j'adore les univers parallèles, mais en plus je suis tombé follement amoureux de son héroïne, c'est bien entendu... Tomb Raider. Oh putain, va falloir que je te bute combien de fois pour que tu la fermes? Ce jeu, c'est BioShock Infinite. Le joueur incarne Booker DeWitt, un ancien détective privé criblé de dettes, qui, pour éponger celle-ci, doit se rendre sur la cité volante de Columbia, afin de libérer notre chère Elizabeth. Manque de peau, tout ne se passera pas comme prévu, et il devra composer avec des centaines d'ennemis de tout poil. Le truc, c'est qu'Elizabeth n'est pas juste une gamine que vous devrez protéger et secourir en permanence. La demoiselle étant dotée du pouvoir d'ouvrir des failles dans l'espace-temps pour faire apparaître des choses venues d'autres univers. Ce qui est souvent bien pratique, on va pas se mentir. Et croyez-moi, le thème des univers parallèles, vous allez en bouffer à toutes les sauces dans ce jeu. J'en dis pas plus parce que ce serait du spoil pur et simple. Je vais donc m'arrêter là, et faire une petite pause. Ah ouais, un cliffhanger ma gueule! En même temps, j'ai pas d'autre choix, il y a beaucoup, mais alors, beaucoup de trucs à dire sur la science-fiction. Et tenter de tout faire rentrer dans vos têtes en une seule fois, c'est pas possible. J'ai déjà essayé et j'ai déjà essayé. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, et à bientôt à bord de l'Universalis. Bon, vous connaissez les trucs habituels, hein, si ça vous a plu, pouce vers le haut, partagez, nanana, j'en ai marre de faire ces trucs, allez hop, c'est bye bye, à la prochaine, bisous.